Voilà, bienvenue à vous. Merci d'être là. Et puis, bienvenue à Michel. Merci infiniment, Michel, de prendre ce temps avec nous tous. Alors, on travaille ensemble, Michel et moi, déjà sur plusieurs projets, notamment le cursus certifiant de Biointegrity Yoga, dans lequel elle intervient. Et donc, voilà, on a aussi d'autres projets en parallèle de cela dont vous connaîtrez bientôt la teneur, notamment une masterclass bientôt le 5 juin, mais j'en parlerai à la fin, en fait, où on va faire une masterclass théorique et pratique, toutes les deux, de 3 heures en ligne, que vous pourrez, qui est ouvert, en fait, à tous. Donc, que vous pourrez nous rejoindre là-dessus. Et merci beaucoup, Michel, de nous offrir ce temps, cette parenthèse à cette heure du déjeuner. Et puis, peut-être, je vous laisse prendre la main. Pas de traduction pour moi. Oui, j'ai la chance d'avoir eu Célina qui a traduit ma conférence de vendredi dernier. C'était un cadeau qui m'a permis d'aller très loin, pouvoir aller plus loin dans ma pensée et la précision de ce que je veux dire et partager avec le public anglo-saxon. Et c'était vraiment un très grand moment pour moi. Donc, on est connecté par le langage aussi parce qu'elle accompagnait mes mots, quoi. Donc, c'était quelque chose. C'est une aventure d'un grand respect que j'ai beaucoup apprécié, puis beaucoup d'écoute, comme elle sait faire. Je suis encore imprégnée. Vendredi soir, on était en fait avec le groupe international de biotenségrité en ligne aussi, qui s'appelle Biotensegrity Tea Party. Et voilà, et c'était la première fois qu'il y avait une francophone qui présentait son travail, bien que Michel fait partie des fondateurs, des membres fondateurs en fait de ce groupe qui s'est construit autour. Vous êtes arrivé vers 2011, je crois, dans ce groupe. Oui. Et donc voilà, c'était super. On a pu avoir une belle soirée avec Stephen Levin, le père de la biotenségrité, et puis des gens du monde entier où effectivement vous avez pu présenter le travail d'une vie, Michel. Et puis là, on a cette chance dingue d'avoir Michel rien que pour nous dans notre langue. Et je vais mettre le focus sur vous maintenant, Michel. Voilà. Et je vous laisse prendre la main et commencer quand vous voulez. Écoutez, c'est un grand plaisir pour moi de venir vous rencontrer toutes et tous. Je vais essayer juste de caler l'écran pour voilà. Et puis sentir que vos présences pourront aussi être retenues pour des questions à la fin, parce que c'est important que voilà, ce que je dis ne soit pas plaqué sur vos savoirs, mais qu'on puisse converser. Donc, vous allez d'abord subir ou entendre un PowerPoint qui est quand même peut-être assez chargé. Enfin, je ne sais pas, on verra. Je l'ai allégé beaucoup, mais c'est toujours assez lourd, les PowerPoint. Mais ça permet quand même voilà, d'avoir le soutien d'images et puis d'un texte qui va vers les différentes dimensions que je veux partager aujourd'hui. En particulier, vous faire partager mon travail de danseuse, performeuse avec quelques images, mon travail aussi de praticienne somatique avec l'ostéo-éveil que j'ai mis en place en 99 et qui va chercher les os en résonance donc avec le corps biotenségral et son dynamisme architectural. Et nous aurons aussi un moment consacré au fascia pour aller plus loin dans comment le fascia a profité de l'architecture dynamique qui est offerte par les modèles de tenségrité. Et puis, nous ferons un dernier volet sur le postural et les planchers qui sont très importants pour nous ancrer et sur lequel j'ai fait un travail assez important. Et voilà. Donc, on va peut-être démarrer la présentation maintenant. Donc, je vais... Plaisir, Michel.
Donc, je pense que voilà, ça, simplement une précaution sur les images. Je suis très vigilante donc à me demander l'autorisation pour ce qui sont les images qui m'appartiennent, qui sont publiées dans mon premier livre, qui sont ici pour certaines dans le PowerPoint. Puis il y a d'autres images qui ne m'appartiennent pas. Donc, merci de respecter. Voilà, elles sont soumises au copyright et donc de ne pas les utiliser publiquement. Bien sûr, vous pouvez les garder précieusement pour info. Alors, juste, Céline, un petit problème technique. J'ai beaucoup de visages sur mon PowerPoint, donc est-ce que... Oui, bien sûr. Alors... je le fais moi-même, mais je ne suis pas sûre. Si vous descendez dans le bas de votre PowerPoint, vous mettez Je le mets en diaporama déjà. Diapo, et je pense que vous ne verrez, du coup, vous aurez votre écran à vous regarder, observez, allez-y. Je suis en diaporama, là. Et si vous cliquez dessus? Oui, je suis sur le diaporama. Mais disons que j'ai 4 visages sur mon diaporama. Mais bon. Mais pas nous de notre côté, en tout cas. Bon, d'accord. Voilà. Donc, voilà, on démarre avec des images joyeuses de performance à partir de 2004, donc inspirées par la phrase « Nuages et poumons se ressemblent beaucoup » d'Andrew Taylor Still, qui est le créateur de l'ostéopathie, qui avait des visionnaires du corps et des fascias, qui nous a mis les fascias dans les mains aux ostéopathes de manière magistrale. Aline Leclerc et moi-même avons donné des performances de danse en duo dans des galeries d'art. Et nos règles du jeu consistaient à appliquer différentes contraintes à la structure et à en questionner la pneumaticité. Nous avons testé, exploré tout autant la réactivité des structures gonflables inertes que celles du vivant, en particulier la cage thoracique et les poumons. Et vous pouvez voir donc comment nous avons joué avec ces structures gonflables. On en a utilisé de différents volumes, des très volumineuses, ces structures pneumatiques que l'on questionne par des pressions, par des sauts, répondent de manière étonnante. Et vous voyez ici, questionnant des 2 cages thoraciques, l'une face à l'autre, qui résonnent en redonnant du dynamisme au mouvement. C'est extraordinaire. Michel, si vous descendez, peut-être qu'on ne voit pas la 3e diapo, en fait. Il faudrait que je descende. La 3e diapo. Pardon. Il faudrait que je descende. Vous passiez vos diapos parce que là, on est encore sur les textes et images de PowerPoint. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous souhaitez? En fait, on ne voit pas vos diapos. En fait, on voit votre PowerPoint, mais on ne voit pas. Voilà, je pense que le partage d'écran pose problème. Donc, on va regarder. Il est en pause sur le 2. Oui, il est en pause. Peut-être qu'il faut sortir. Reprendre le partage. Et reprendre le partage. Mais ça n'a pas l'air de... Vous avez quelque chose? Là, j'étais en pause. Non, là, on est... Voilà. Non, là, ça ne se déroule pas, en fait. Si vous allez en haut dans Diaporama, oui. Vous voyez en haut de votre écran, en Diaporama, sous l'indice 17 mai, avec votre flèche. Il faut peut-être sortir, en fait, Michel. Arrêtez le partage d'écran et puis on va y retourner. Voilà. Bien. Super. On recommence. On fait ce partage d'écran et je pense que ça va fonctionner cette fois. Voilà, super. C'est parfait. C'est parfait. Donc ça, c'est la 2e diapo. Toujours sur ce questionnement de structure gonflable, mais cette fois, donc, à plusieurs reprises, on a changé de volume et cette fois, on s'est retrouvé dans un festival d'architecture en France, le festival Bellastock, qui s'appelait La ville en un souffle,
qui rendait hommage à Buckminster Fuller. On voit ici structure en tenségrité donc a été construite par des élèves de l'école d'architecture et qui donc sont des chercheurs aussi sur des nouveaux concepts. Et là, l'idée, c'était donc de mettre en place des structures pneumatiques dans des espaces gigantesques et on a performé là. C'était très, très intéressant, une expérience rare. Alors, il faut que je puisse continuer. Là, je n'arrive pas à aller plus loin. À partir de mars 2011, ma rencontre avec Steve Levin et le nouveau paradigme de la biotenségrité a marqué un grand tournant dans ma vie. Alors, propulsée dans cette voie par Ildiko Somodine-Plaz, une grande amie ostéopathe, j'ai assisté à un séminaire intensif de 2 jours donné par Steve Levin à l'école d'ostéopathie de Maidstone en Angleterre. L'approche théorique brillante de Steve Levin, étayée par des arguments scientifiques et complétée par les très fructueuses pratiques de construction de modèles, m'a permis une totale immersion dans ce nouveau concept. J'insiste sur l'importance de la construction des modèles, qui est quelque chose qui donne la physicalité dans les mains et qui fait percevoir la tension et la compression sur laquelle on va revenir, qui sont des notions fondamentales pour pouvoir les incorporer. Parce que si on a incorporé ces sensations, on va les vivre dans notre corps et pouvoir faire évoluer le dynamisme de nos fascias. Si on va un tout petit peu vers l'histoire, mais j'aime développer l'histoire, mais aujourd'hui on ne fera pas. Une partie aussi ont eu de l'histoire qui a été donnée par la conférence de John Sharkey précédemment. Mais bon, je donne juste des définitions. La tenségrité, 3 personnes ont déposé dans les années 60 une demande de brevet. En 1962, Buckminster Fuller pour Tensile Integrity Structures. En 1963, David George Emmerich en France pour construction de réseaux autotendants. Et en 1965, Kenneth Nelson pour Continuous Tension Discontinued Compression Structures. En fait, le créateur du mot tenségrité, donc c'est Buckminster Fuller. Et ce terme est à la fois superbe et à la fois dans ce mot, certains d'entre nous regrettent qu'il n'y ait pas le mot, il n'y a que la tension qui est présentée. Or, les structures en tenségrité sont des structures en tension-compression synergique et ça, c'est une notion qui est fondamentale. Donc, ceci peut être source de confusion du fait que c'est le mot tenségrité qui a été déposé. René Motreau, qui est un professeur directeur du laboratoire de mécanique et génie civil de l'Université de Montpellier, a posé une définition que j'aime beaucoup parce qu'elle rassemble bien tous les éléments qui permettent de définir un système en tenségrité. C'est un système autostable constitué d'éléments discontinus comprimés dans un continuum d'éléments tendus. Donc, superbe exemple de cette réalisation d'un système en tenségrité, c'est cette tour réalisée par la tour d'aiguille réalisée par l'artiste Kenneth Nelson qui avait assisté aux conférences de Fuller et qui a mis en place les premières structures en tenségrité. Buckminster Fuller et la géométrie synergétique, avec les mots des îlots de compression dans un océan en tension. Buckminster Fuller a posé les bases théoriques de nouveaux modes d'assemblage des matériaux. Donc, il a nommé tenségrité, comme je vous dis, vers 1950. La tenségrité de la théorie à la réalisation. Donc, Kenneth Nelson, c'est intéressant de voir que Buckminster Fuller était un architecte visionnaire et que, donc, avec l'observation de la nature qu'il avait effectuée,
il avait observé qu'il y avait des systèmes triangulés qui communiquaient par des forces opposées entre eux, et qu'il y avait des systèmes, des lieux où la matière était condensée, qui étaient reliés en tension avec d'autres lieux où la matière était condensée, mais en discontinuité, et qu'il y avait une tension continue entre les éléments. Il l'avait formulé dans des conférences. Kenneth Nelson, artiste, et là, moi, j'aime beaucoup ce lien entre différentes disciplines. C'est donc un artiste qui met en place la première sculpture en tenségrité qui s'appelle Early X Piece en 1948. Et cette structure, donc, vous voyez, dont les pièces en bois sont ici perpendiculaires d'un étage à l'autre, ne se touchent pas d'un étage à l'autre, et elles communiquent, vous voyez, par des fils en tension, qui fait que le système est stable et aussi oscillant à la fois. Ceci ressemble un peu à voilà, des structures des ligaments des genoux. Et, bon, Kenneth Nelson n'était pas là pour parler d'anatomie. Il ne souhaitait même pas d'ailleurs révolutionner l'architecture. Il a souhaité toujours rester un artiste innovant et simplement quelqu'un qui avait appliqué et fait vivre des principes d'architecture. Parce que la tenségrité regroupe des principes d'architecture. Donc, l'icosèdre de tenségrité, c'est un icosèdre particulier. C'est un icosèdre, voici un autre ici sur le PowerPoint. Ces icosèdres de tenségrité sont en fait très différents de l'icosèdre, des icosèdres platoniciens. Kenneth Nelson a fait un tour de passe-passe pour les fabriquer. Ça a été là son trait de génie. Il a internalisé les barres, c'est-à-dire que tout ce qui est rigide se trouve à l'intérieur donc, du modèle. Et il fait communiquer donc tous ces éléments rigides et discontinus par des fils qui les réunissent en continu. Donc, on a ici un système refermé sur lui-même avec 6 barres qui sont parallèles entre elles 2 par 2 et distribuées dans les plans orthogonaux de l'espace. Et ces 6 barres sont réunies entre elles par 24 câbles qui sont en tension continue. Et ce qu'il y a de particulier, je n'ai jamais vu un modèle comme ça qui réagit de cette manière. Il a ce qu'on appelle une réactivité biologique, c'est-à-dire qu'il répond au modèle d'élasticité du vivant, c'est-à-dire à la courbe J qui a été mise en place par Gordon. Quand on presse dessus, à un moment donné, on sent un plan de résistance. Je ne sais pas si vous avez certaines des modèles de tenségrité. Si vous pressez dessus, à un moment, vous entrez sur un plan de résistance, ce qu'on peut appeler en ostéopathie la mise en tension du système. On met en tension le système en pressant dessus. Vous pouvez le faire, par exemple, en pressant sur votre bras. Vous pressez un peu sur votre bras et lorsque vous pressez sur le bras, à un moment, vous sentez un plan de résistance. Et là, en fait, vous êtes en communication avec l'ensemble du système facial. Vous l'avez mis en tension et vous pouvez communiquer avec tout le corps. C'est une des pratiques de communication avec les fascias qu'on utilise en ostéopathie. Donc, une pression qui fait la mise en tension. La mise en tension étant l'arrivée sur ce plan de résistance de la structure. Donc, les modèles de tenségrité sont des modèles où la tension et la compression sont en synergie dans un système refermé sur lui-même. Donc, les barres solides accumulent la tension des câbles qui les réunissent entre elles. Et de là, émerge l'autocontrainte. L'autocontrainte, donc, c'est un état de réactivité permanent du système
de la tension et la compression émerge aussi la mise en volume, c'est-à-dire que d'un seul coup, on se retrouve dans l'omnidirectionnalité, on n'est même plus dans les 3 dimensions, on est dans l'omnidirectionnalité. Et dans ces volumes, les forces de tension vont rassembler les éléments entre eux, tandis que les forces de compression qui sont accumulées dans les barres vont diverger, vont disperser l'énergie et la redistribuer dans tout le système. Donc, c'est un système très économique et extrêmement subtilement organisé. Moi, je n'en connais pas d'autres de la sorte. Et c'est ce qui a fait qu'il a été retenu pour le corps humain. Donc, nous voilà avec le concept de biotenségrité, qui est une adaptation à toutes les échelles du corps des principes architecturaux de la tenségrité. Il a été mis en place en 1975 par Steve Levine, chirurgien orthopédiste, qui développe prioritairement ce concept à l'échelle macroscopique du corps, où les os donc, sont assimilés aux barres et donc voilà, ici, et les ligaments sont assimilés aux câbles. Steve Levine renonce au modèle linéaire des constructions en compression, celui qu'on nous imposait depuis le début de toutes nos études de médecine, de biomécanique en ostéopathie, et celui des bras de levier qu'il ne peut appliquer au corps et à ses articulations. Il propose de se référer donc à des modèles d'architecture qui, pour se représenter le corps humain, vont être des tripodes comme celui-ci ou des icosaèdres. Et ces différentes structures se déploient aussi des tours comme ceci qui vont se déployer dans le sens horaire et anti-horaire, dans les 2 directions. Et qui s'expandent et se rétractent de manière alternative, comme on pourra le voir dans les cavités du corps. C'est-à-dire que ce modèle s'adapte très bien à tout ce qui se passe dans les volumes des cavités du corps, où on se place d'emblée dans l'omnidirectionnalité. Donc, vous voyez qu'il y a un pas à faire d'un coup qui est important parce que rencontrer la tenségrité et la biotenségrité bouscule nos acquis théoriques concernant nos références anatomiques et architecturales du corps. En particulier, les édifices qui nous servent de référence ont été construits en empilement à partir de volumes cubiques ou parallélipédiques. Et la stabilité de ces édifices, qui sont donc en compression, dépend essentiellement des forces gravitationnelles. La tenségrité bouscule aussi nos références de la mécanique du corps, parce que nous sommes restés sous l'influence importante des travaux de Giovanni Borelli de 1665, et depuis 1665, celui-ci qui comparait le corps à une machine et qui a posé dans le motu animalum les bases de la mécanique actuelle, a mis un répertoire analytique certes très intéressant, mais segmentaire et non relié à l'ensemble du corps, où les articulations sont donc des bras de levier constitués par les os, tandis que les muscles sont des câbles. Donc, nous avons aussi du coup, lorsque nous avons ce type de référence, si nous faisons le pas vers la biotenségrité, une modification de nos focus perceptifs à effectuer, car nous n'allons plus mettre le focus comme d'habitude sur les bras de levier, sur des choses segmentaires. Nous allons commencer à prendre en compte, même si nous adressons à un système du corps, prendre en compte que ce système est totalement réuni, relié en permanence avec les autres systèmes du corps.
avec lesquels il interfère. Alors, la synergie tenso-compressionnelle, j'insiste beaucoup dessus. J'ai mis en place beaucoup de pratiques perceptives la concernant parce que c'est une clé des architectures en tenségrité. Il est important de sentir cette synergie, donc de deux forces qui s'opposent dans le corps. Et ce qui me fascine, je suis toujours admirative de voir que le corps est une construction merveilleuse qui a commencé dès la première cellule fécondée à être en tenségrité, où dans la sphéricité de la première cellule fécondée sont inscrites les forces tenso-compressionnelles synergiques et donc le dynamisme qui va amener à ces fameux tourbillons de la vie dont je vais parler prochainement et qui sont mis en place par Vincent Fleury, qui est un travail d'embryologiste fabuleux sur l'émergence de ces tourbillons à l'intérieur de la matière visqueuse initiale du corps, parce qu'il y a déjà une autocontrainte et il y a déjà un dynamisme. Donc, cette synergie, on la retrouve de manière constante à toutes les échelles des vivants, du vivant, et en particulier, on va la retrouver lorsqu'on pose les mains en tant que praticien manuel, qu'on questionne le corps humain et son organisation faciale. Donc, cette icosade de tenségrité, il est intégré dans une sphère. Donc, on peut, si vous voulez, questionner l'icosaèdre directement en l'englobant comme ceci et jouer sur le faire spiraler et revenir à sa forme initiale après des pressions douces. Mais on peut aussi le visualiser comme une sphère, et donc on a on peut utiliser pour faire percevoir la tenségrité le ballon, qui était un modèle de tenségrité élémentaire. Il a quasiment toutes les qualités d'un modèle en tenségrité. Il a la tension de la membrane, la compression de l'air à l'intérieur. Et si on presse dessus doucement, on va pouvoir accéder aux deux forces synergiques simultanées. Par contre, on n'aura pas, si vous voulez, on ne trouvera pas cette spiralisation que nous offre le. Vous voyez, quand j'appuie sur le modèle de tenségrité, vous voyez, mes doigts se mettent à tourner. C'est-à-dire que là, il y a une mise en spiralisation qui se fait d'office et qui est très importante à cette spirale qui supporte les vibrations et qui est vraiment dans ce merveilleux icosaèdre. Donc, cette autocontrainte, je vous ai expliqué, c'est la résultante de forces, des tensions et compressions simultanées. Ça, c'est vraiment quelque chose, si vous voulez, c'est ça qui donne la réactivité, c'est ça qui permet la transmission de l'information. Donc, elle génère un constant dynamisme interne. Je vous ai amené à le savoir dès la première cellule, et ça c'est très important. Et ce dynamisme, il est constamment utilisé par le corps pour s'auto-réorganiser. Lorsqu'on est en équilibre instable, il y a donc ces mécanismes de rééquilibrage qui s'effectuent, des forces tenso-compressionnelles. Et donc, ça va nous permettre de nous auto-stabiliser. Très important aussi, ça va permettre de transférer l'information. L'autocontrainte, si vous donnez une information au corps en tant que praticien manuel, l'information elle va circuler jusqu'aux cellules. Et puis aussi, l'autocontrainte, elle va permettre, du fait du transfert de l'information, de relancer les processus d'auto-guérison qui vont amener à donc rééquilibrer par l'homéostasie, qui est un processus donc de rééquilibrage permanent de nos systèmes internes. Voilà, la biologie, mais aussi l'équilibre tenso-compressionnel du corps. Il y a une homéostasie chimique, si vous voulez, du corps, mais il y a aussi une homéostasie mécanique, tenso-compressionnelle, biotenségrale. Et c'est pour moi quelque chose une participation à l'homéostasie qui est mécanique et qui n'a pas été soulignée jusqu'à présent.
Les structures dynamiques en tenségrité, enfin leur dynamisme, si vous voulez, va donc inspirer, c'est ça qui a inspiré Steve Levin, parce que bon, vous voyez que là, elle est dans ma main, j'y touche pas, elle est en permanence en train d'osciller, se rééquilibrer, rétablir son équilibre et sa stabilité. Et donc, ce caractère vibratoire va être utilisé par le corps aussi pour transmettre les informations et aussi pour les processus de métamorphose de la matière vivante, c'est-à-dire qu'il y a dans ce dynamisme vibratoire aussi la capacité de ces processus passage de la matière, du gel au liquide, et puis aussi de propriétés émergentes, parce que nous sommes dans un système complexe, c'est-à-dire que d'un seul coup, des phénomènes non prévisibles vont se produire du fait de l'aspect vibratoire et la complexité, parce que là, je vous montre un seul système, mais on est constitué d'une multitude de systèmes comme ceci qui conduisent donc l'information et la transmute. Hein, il y a une transmutation. C'est un terme qui peut être revisité de manière négative. La transmutation, c'est une transformation de matière, quoi. Alors, nous avons parlé de Steve Levin, mais parallèlement, donc, et indépendamment de lui, en 1975, c'est-à-dire qu'il était alors très jeune, puisque c'était quelqu'un qui était un chercheur à l'université de Harvard. Il a appliqué donc aux cellules vivantes le concept donc les principes d'architecture dynamique de la tenségrité. Et donc, il a montré, donc dans des articles, et ça c'est très important parce que du coup, il a posé scientifiquement la tenségrité à l'échelle cellulaire, en montrant donc que les processus de mécanotransduction, qui sont donc des transformations de l'information mécanique à l'échelle cellulaire, la mécanotransduction va s'effectuer par l'intermédiaire de l'architecture du cytosquelette jusqu'à rejoindre le noyau et informer donc l'ADN et permettre la synthèse de protéines par la cellule. Donc, la mécanotransduction qui était connue des biologistes n'était pas vue du tout comme cela. Elle n'était pas présentée en tenant compte de l'architecture du corps. Et Donald Hilbert donc, a mis en place et proposé ce modèle qui a mis du temps à être accepté, même dans le milieu universitaire. Moi, j'avais pas. Alors, j'enseignais le cytosquelette à l'université. Ces articles n'étaient pas mis en ligne, on n'avait pas contact avec son concept. Ce qu'il a d'intéressant, Ingber, c'est que lui aussi, il a été inspiré dans sa recherche, donc un scientifique inspiré par les rencontres à choc avec les sculptures de l'artiste Kenneth Nelson. C'est-à-dire qu'il était aussi étudiant pour se détendre, il était étudiant aux Beaux-Arts et un jour, un de ses professeurs a montré les sculptures de Kenneth Nelson et il a dit « mais c'est comme ça que fonctionne le cytosquelette de la cellule » et ont commencé ses recherches. Et moi, ça me plaît beaucoup de voir ces ponts transversaux entre des chercheurs d'un domaine qui utilisent des choses innovantes d'un autre domaine pour faire avancer leurs recherches. Donc, il a dit, et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il s'occupait de la cellule, mais il ne s'occupait pas que de la cellule, il voit d'un seul coup dans l'autocontrainte, donc j'ai insisté dessus, il voit l'importance de l'autocontrainte, et il dit c'est l'autocontrainte de l'ensemble du corps qui permet le transfert du signal sur de longues distances depuis la peau jusqu'au noyau de la cellule. Donc là, il valide, si vous voulez,
le travail des praticiens manuels. Parce que, effectivement, le praticien manuel, il va donner son information au niveau de la peau de son sujet, de son patient. Hein. Donc, ça, c'est très important. Donc, on va arriver maintenant à faire un lien avec ce modèle et puis l'architecture des fascias en tenségrité, sachant que moi, quand j'enseignais les fascias, puisque je suis retraitée d'enseignante en faculté sur l'histologie et la biologie, et puis aussi l'embryologie, on n'avait pas du tout d'article support nous montrant l'architecture des fascias. On parlait de la chimie des fascias, on parlait de leur composition. Ça, on savait très bien que c'est formé de collagène, de fibres élastiques, d'eau associée à des protéoglycanes, à des glycosaminoglycanes. Et finalement, tout ça restait un peu à plat, quoi. On savait aussi, ça c'était important, que les fascias avaient des rôles fonctionnels. Et donc ça, c'est important, puis ça a été très très bien repris par Steele. Le fascia vont convoyer le flux sanguin, le flux aussi des vaisseaux lymphatiques. Et donc, en convoyant le flux sanguin, les fascias vont apporter les défenses immunitaires. Ces choses-là étaient bien prises en compte déjà depuis longtemps. En tant qu'ostéopathe, Steele qui nous avait mis donc les fascias dans les mains, nous disait suivez la voie des fascias et cherchez les zones d'obstruction du flux dans les fascias. Donc lui, il avait la notion du dynamisme des fascias, mais il ne savait pas comment ça se passait. Et je pense qu'il aurait été très heureux de rencontrer un modèle de tenségrité pour éclairer, mais les visionnaires ont des intuitions extraordinaires. Il avait déjà cette intuition qu'il y avait donc un flux convoyé par quelque chose qui était donc ce quelque chose, c'était une architecture et on va voir cette architecture des fascias. Donc l'architecture des fascias, elle est dynamique, ce qui est encore autre chose. C'est-à-dire qu'elle a une autocontrainte. C'est ce qu'on a vu dans les systèmes en tenségrité. C'est aussi ce que, depuis 30 années au moins, a été montré par Jean-Claude Guiberteau, qui est un microchirurgien français qui a filmé plus de 200 heures d'images concernant les recherches sur l'architecture faciale in vivo. Et donc, il nous a montré des images comme ceci où sous la peau, on voit, là par rapport, donc la peau et le tissu sous-cutané en rapport avec le tendon est constitué de microfibrilles qui sont déployées dans des volumes omnidirectionnels et dans lesquels donc se forment des microvacuoles au croisement. Là, on ne voit pas les microvacuoles, mais elles sont dans ces coins-là. Au croisement des myofibrilles, il nous montre dans ces films, en particulier le film Promenade sous la peau, d'où est extrait cette image, montre très très bien comment les microfibrilles se rencontrent, se croisent et forment des microvacuoles de manière aléatoire, c'est-à-dire que ce n'est jamais la même chose. Et donc, il y a cette émergence de nouveaux chemins à l'intérieur des fascias et de la conduction faciale qui s'effectue parce qu'évidemment, il y a un réseau triangulé, polyédrique, irrégulier, avec un continuum entre la surface de la peau et la profondeur du corps. Parce que là, on le voit au niveau des tendons, mais depuis, il a fait un travail considérable qu'il avait montré aux ostéopathes où on voyait un film. Et maintenant, je pense que ce film est présenté dans tous les congrès où on voit le continuum facial depuis la surface jusqu'aux organes, jusqu'à la profondeur du corps. Donc, ça, c'est
il montre que dans le corps se déploient donc ces volumes d'un réseau autocontraint, réactif, qui préserve la forme globale du corps sous la contrainte. Il pose une question aussi importante, Jean-Claude Guimberteau, qui est celle du tissu conjonctif comme étant le tissu constitutif, c'est-à-dire celui dont émergeraient en fait les organes. Donc ça, c'est une question aussi de visionnaire. Cette question avait déjà été posée en 1799 par Marie-Xavier François Bichat, qui était donc un anatomopathologiste qui passait sa vie très courte, puisqu'il est mort à 30 ans d'une piqûre septique lors d'une dissection. Marie-François-Xavier Bichat avait lui aussi l'intuition, il était vitaliste, parce que c'était un courant de pensée à l'époque, et donc cette philosophie de la préservation du flux dont a hérité Steele, le créateur de l'ostéopathie, le vitalisme qui était à l'époque très à la mode, considérait donc qu'il y avait un principe vital dans le corps qui était convoyé par des éléments, et donc que ces éléments étaient probablement le tissu conjonctif. Notons que de notre point de vue, lorsqu'on regarde ces architectures, le réseau est très évocateur du dynamisme des constructions géométriques en tenségrité, n'est-ce pas? Que si on revient à des... vous voyez, on a quand même une certaine parenté très intéressante. Est-ce qu'il faut un support dynamique au fascia pour convoyer les informations? Les fascias et leur architecture fonctionnelle ont été aussi visités par d'autres anatomistes et professeurs tels que Jaap van der Waal, Peter Witting, qui ont enseigné la biomécanique, et puis plus récemment un anatomiste et chercheur du groupe de biotenségrité, John Sharkey, qui a donné une conférence récemment très intéressante sur la biotenségrité. Et ces différents anatomistes ont accompagné méticuleusement les arborescences faciales dans toutes leurs dimensions. Et chacun d'eux a montré que le réseau facial traverse et relie dans une tension commune tous les éléments de l'appareil locomoteur, que ce soit les os, les tendons, les muscles, et qu'il les relie entre eux ainsi qu'aux autres structures du corps. Donc, ça, c'est important quand on voit ce réseau facial, d'y voir aussi ces qualités de système en tension, compression, dans lequel des molécules d'eau sont piégées, puisqu'il n'y a pas d'eau libre dans le corps. L'eau est toujours reliée à des structures qui sont des glycoprotéines, ou elles sont reliées au collagène. Et du fait que le collagène et l'eau ont été identifiés par des recherches scientifiques récentes comme étant des cristaux liquides, ce sont des matériaux qui font partie de la structure élémentaire du fascia, vont permettre la métamorphose de ce tissu conjonctif qui est capable de se transformer d'une substance souple en une substance dure en quelques secondes. Les contractures musculaires, pour ceux qui ont eu des crampes, qui ont ressenti la violence d'un seul coup de transformation de la matière musculaire en une matière extrêmement dure alors qu'elle était souple quelques secondes avant. Et Jaap van der Waal donne une clé importante sur la continuité tensionnelle des fascias, donc qu'il a montré, qu'il a expérimenté dans ses dissections, et
il donne une clé importante sur le plan neurologique et aussi mécanique, c'est la continuité tensionnelle qui permet la proprioception. Donc, ça nous éclaire sur le fait qu'en tant que praticien du corps, on va devoir rétablir cette continuité tensionnelle, on va devoir rétablir la continuité du flux pour pouvoir permettre au processus d'homéostasie de s'effectuer correctement. Alors, les fascias ont eu de très nombreuses définitions. Je retiens cette définition morpho-fonctionnelle parce qu'elle est très, très utile et elle annonce bien, si vous voulez, la suite pour nous, praticiens du corps ou praticiens somatiques. Les fascias sont des tissus collagéniques fibreux qui sont une partie du large système de transmission tensionnelle du corps. Là, donc, on a en même temps dans la définition l'importance du collagène et puis on a aussi le fait qu'il y a une transmission tensionnelle donc, du flux dans le corps. Donc, ça nous amène à voir que les fascias ne sont pas des structures anatomiques isolées, sans lien avec les autres, et que là, donc, ils ont une dimension fonctionnelle. En particulier, on avait dit, ils vont convoyer les vaisseaux sanguins, lymphatiques, les liquides interstitiels. Et par la voie des cellules sanguines, ils vont apporter les défenses immunitaires, de l'oxygène aux tissus dont on a tous bien besoin en ce moment. Et donc, tous et toutes. Et c'est intéressant de travailler, de dynamiser nos fascias, de leur donner donc des pratiques tenso-compressionnelles, des pratiques dynamiques à effectuer pour les revitaliser. Alors, les fascias, selon les approches unificatrices de l'ossopathie et de la fasciathérapie, eh bien, on voit ici donc, que les fascias souples sont omniprésents dans l'ensemble du corps, qu'ils constituent un réseau à l'intérieur duquel ils sont tous interconnectés et que ce réseau va présenter donc des densifications successives depuis la surface jusqu'à la profondeur du corps. Et donc, si on considère les densifications dans le sens longitudinal, eh bien, on a ici l'aponévrose superficielle, ici l'aponévrose moyenne et profonde qui englobe les viscères, alors que la superficielle, comme son nom l'indique, elle est juste en sous-cutanée. Et puis, on a aussi la dure-mère. Et ces trois densifications, donc, de la surface à la profondeur, communiquent entre elles. Elles ont des ponts tensionnelles entre elles. Donc, elles sont en permanence informées de ce qui se passe chez l'une et chez l'autre. Et quand on questionne l'une, on questionne l'autre. Et il faut aussi noter donc, que tous les fascias souples sont ancrés dans les os. Donc, ça, c'est une notion très importante. Quand on va questionner les os, comme moi j'aime bien faire, eh bien, on questionne aussi les fascias souples par la même occasion. Donc, les fascias présentent un puissant dynamisme interne de caractère mécanique et c'est le modèle de l'organisation architecturale en tenségrité qui nous permet de mieux comprendre et d'entrer en relation physique avec ce dynamisme. Et donc, c'est ce modèle que moi, je retiens pour mes pratiques. Je n'en ai pas trouvé de plus adapté et quelque part, j'ai incorporé cette sensation tenso-compressionnelle qui me permet de questionner et d'entrer en relation directement avec la structure. Notons que toute restriction de mobilité ou rigidification d'une partie d'un système donc, retentira sur l'ensemble des systèmes du corps. Les définitions, comme je vous ai dit, des fascias se sont succédées, mais lorsque nous regardons les nomenclatures officielles et la liste de ce qui est considéré comme fascia aujourd'hui, les os en sont encore les grands absents. Et donc, il y a eu différents articles qui ont été écrits en langue française sur ce sujet, qui utilisent des termes successivement comme fascia renforcée, fascia rigidifiée, fascia amidonnée pour l'os.
l'article de Alain Becerra, qui est un brillant ostéopathe français, dans son article Maladie de l'os ou les os de la maladie, publié dans la revue Apostille de 2001, donc ça date pas d'hier, abordait déjà ce sujet. Un article que j'ai fait pour la revue EPS en 2013, l'os un fascia solide, un biomatériau interpellant. Il est disponible sur mon site, que vous aviez à la première page de mon PowerPoint. Et puis l'article de Steve Levin, l'os et du fascia, que Ildiko Neplaz et moi-même avons traduit et publié dans la revue du site d'Ostéo 4 pattes en 2019. Donc, lui aussi, je pense, est sur mon site. Et c'était un peu un bras de fer avec les nomenclatures que de dire encore aujourd'hui que l'os est un fascia renforcé, rigidifié, solide. Et c'est très important, c'est une notion très importante puisqu'il est dans le continuum facial du système ostéomyofasciaux. L'ostéo-éveil, c'est la pratique que j'ai déposée en 1999. Donc, c'est une pratique somatique qui a des vertus préventives, des vertus de conscientisation et donc permettent de mieux se connaître et aussi qui sont utilisées pour la créativité en danse et dans le mouvement, parce que en étant plus en relation avec sa structure et son dynamisme, on va vers de nouvelles créations, puis ça a aussi des vertus thérapeutiques. Donc, le éveil, la rencontre avec la structure va s'effectuer par 3 types différents de pressions qui sont appliquées à l'os et aux ensembles ostéomyofasciaux. Premièrement, des pressions traversantes qui font partie d'un grand panel qui est le réveil osseux. Ils utilisent aussi des percussions dans le réveil osseux. Deuxièmement, des pressions-impulsions rythmiques alternées et qui vont redonner du dynamisme à la structure, et aussi des pressions maintenues qui vont avoir des vertus de rééquilibrage biotenségral. Un gros plan sur le réveil osseux, par des pressions traversantes ou des percussions, on rejoint la matière du tissu osseux périostique. J'insiste sur cette matière du tissu osseux périostique qui est sous le périos. Donc, ce sont ces lamelles concentriques là qu'on trouve autour des os longs et qui sont donc très denses. Ça forme un tissu très dense, très rigide. Et donc, on les rejoint perpendiculairement à la surface. On applique des pressions perpendiculaires à la surface. On peut aller aussi de la sorte dans les os plates superficielles, tels que les omoplates, les iliomes. Et le réveil osseux s'applique également aux os intermédians, tels que le sternum, l'os frontal, l'os occipital. En fait, j'ai mis en place une cartographie avec un comparatif bilatéral qu'ensuite j'évalue et sur lequel on travaille pour rééquilibrer de manière préventive les tensions du corps. Alors ça, ce sont des images précises qui montrent exactement où sont les points que l'on presse ou que l'on percute pour réveiller le plancher plantaire. On réveille la tête du premier métatarsien, la tête du 5e métatarsien. Vous voyez la marque, mais là j'avais un peu insisté. Et puis la tête du tubercule du calcanéum. Et ceci nous dessine le trépied plantaire qui lui-même est distribué selon un dôme et épouse remarquablement la surface de la Terre. Et donc, ce réveil osseux quotidien en direction des 3 tubérosités du pied va optimiser remarquablement notre conscience posturale. Je l'ai appelé plancher plantaire, mais il est aussi considéré comme un diaphragme. Et donc, dans mon travail sur les diaphragmes, je fais un temps important de pratique sur ce plancher plantaire qui a effectivement beaucoup d'effets sur notre rééquilibrage postural.
le fait de développer la perception du dynamisme de nos architectures faciales en tenségrité nous permet d'entrer en relation physique et d'interagir avec ce dynamisme. Donc, c'est important. On devient un peu maître chez soi, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans nos architectures? Et donc, ça nous met aussi en prise directe avec nos fonctionnalités, mouvements, postures, respiration. Et bien plus encore, processus de rééquilibrage homéostatique, etc. Et donc ça, c'est un grand bonheur pour moi que j'ai eu au moment du congrès de fascia de Berlin en 2018, d'explorer des structures qui étaient en tension et compression et qui avaient été installées par des artistes dans un hall du congrès. Et j'ai pu explorer à la pause. Vous voyez, donc, on peut, en s'allongeant sur ces structures, créer, distribuer, si vous voulez, sur ce support nos pressions, nos impulsions, et que la structure, bien sûr, répond, ce qui est extraordinaire. Il y a une redistribution permanente tenso-compressionnelle. Donc ça, ce sont des pratiques d'incorporation de forme de la biotenségrité que j'ai mis en place à partir des modèles de Steve Levine, il a mis en place différents modèles qui sont des sphères, qui sont des roues. Alors là, c'est la roue du pelvis. Donc, en tant que praticienne et danseuse, j'incorpore ces sphères et ces spirales dynamiques. Mais je vois que le temps passe. On ne va pas passer le film maintenant. On va plutôt aller vers la conscience proprioceptive de l'architecture biotenségrale et donc la respiration. Donc, on voit dans le corps que vont s'effectuer une alternance d'expansion et de rétraction autour d'un point de référence central. C'est ça, le modèle de la tenségrité nous montre ça, hein, ces états donc d'expansion et de rétraction permanente, et on peut donc l'adapter aux respirations du corps. Et ceci présente une importante similitude avec les pratiques ancestrales et la dualité qui est présentée dans le Tai Chi et le Qigong. On a tout le temps le yin et le yang, et cette dualité du plein et du vide, et voilà, d'une rétraction, expansion. Et mes pratiques d'ostéo-éveil postural se familiarisent avec l'architecture dynamique de chacun des espaces du corps et des cavités. Bon, vous voyez, par rapport aux 3 qui sont représentés là, moi j'en ai ajouté 2. L'espace volumique du pharyngolarynx, c'est très important, et aussi celui du petit bassin qui est important à travailler avec le plancher pelvien. Ça, c'est un travail sur les planchers qui est vraiment fondamental, avec un rassemblement, c'est-à-dire que les planchers, c'est un support, mais c'est aussi quelque chose que l'on rassemble pour pouvoir condenser et accumuler de l'énergie. Donc, voici ce que j'ai mis en place en m'inspirant des travaux d'André Ratio, qui est un ostéopathe qui a fait sa thèse, son mémoire d'ostéopathie sur les diaphragmes, sur les planchers. Et donc, en fait, tous ces planchers peuvent être synchronisés: la tente du cervelet, la ceinture scapulaire, le diaphragme thoracique, le plancher du périnée, le diaphragme plantaire. Mais avant d'être synchronisés par des pratiques respiratoires, il faut les réveiller, il faut les rendre conscients pour optimiser leur dynamisme. En effet, notre corps, donc, qui présente tous ces différents diaphragmes, mais on pourrait même en ajouter d'autres, ces diaphragmes qui participent à la construction dynamique en tenségrité des différentes cavités du corps, méritent d'être abordés par des pratiques spécifiques régulières. En effet, ils sont en quelque sorte des condensations d'énergie, et celles-ci se redistribuent en permanence en jouant sur l'équilibre subtil de notre posture. Donc, c'est un temps important à consacrer à notre corps, cœur éveillé.
au moins un ou deux de ces diaphragmes au quotidien. Et donc, pour terminer, mes conclusions. Je suis en Vous m'entendez? Vous m'entendez? Très bien, très très bien, Michel. Pour terminer, donc, mes conclusions sur la biotenségrité confirme mes perceptions internes des fonctionnalités du corps déployées selon des sphères omnidirectionnelles, des spirales. Elle éclaire mes recherches, en particulier d'ostéo-éveil sur l'os et les articulations, la posture et le mouvement en termes de qualité de rebond, d'adaptabilité et de confort. Elle m'invite constamment à rencontrer l'organisation architecturale dynamique des fascias pour appréhender autrement la structure corporelle, et ce, autant dans les domaines du développement personnel et de la créativité que de la prévention et de la thérapie en ostéopathie. Un clin d'œil à mes livres. Le premier ouvrage donc, a été édité en 2016, Construire son corps avec l'ostéo-éveil et la biotenségrité, donc chez Sully, et le second qui est à venir en mi-juin prochain, donc biotenségrité, fascia, ostéopathie vers une perception consciente de l'architecture dynamique du corps. Donc, je vous remercie pour votre attentive écoute et voilà, j'espère que j'ai éclairé certaines de vos questions. Besoin de compréhension, mais si vous avez des questions maintenant. Merci infiniment, Michel. Waouh! C'était un peu dense, c'était un peu dense comme d'habitude. Ah oui, c'était dense, mais voilà, c'est comme tout, hein, ça se déguste dans le temps aussi. Si vous arrivez à sortir de votre PowerPoint comme ça, on va pouvoir se retrouver en groupe. Et en fait, c'est peut-être, il faut dire que c'est vrai qu'on est dans une société où on a envie de tout saisir là, tout de suite, tout le temps, très vite. Et or, ce travail de biotenségrité demande une intégration, demande de prendre le temps avec des informations qui sont complexes, c'est vrai, parce que c'est un véritable changement de paradigme qui nous est offert dans ce 21e siècle pour approcher en fait le vivant, l'honorer avec un regard qui soit moins binaire, moins dualiste et se poser finalement sur la réalité du vivant. Quoi. Oui, c'est vraiment ça, changement de paradigme. Ça, c'est donc pour les personnes qui arrivent dans cette histoire et dans cette aventure-là des fascias et de la biotenségrité, je vous invite à prendre le temps aussi de vivre ça dans votre matrice, dans votre corps matrice, matière, et puis pour pouvoir eh bien, en faire l'expérience d'abord, parce que comme cela, ça peut devenir effectivement de la connaissance et ça reste pas de l'information, quoi. C'est le travail de Michel et puis ce que je fais aussi de mon côté, c'est pour que ça reste pas juste des gros mots, la biotenségrité ou les fascias ou les forces tenso-compressionnelles, etc., mais de pouvoir vraiment habiter ce corps avec un autre regard. Quoi. Et alors, je crois qu'il y avait des questions. Tac. Je vais regarder les questions, Michel. Tchac, tchac. Alors, une question. Considérez-vous le palais comme un diaphragme? Oui. J'adore cette question parce que, si vous voulez, c'est un des diaphragmes que je me suis, entre guillemets, amusée à synchroniser avec d'autres diaphragmes plus récemment. Et c'est très, très intéressant. Oui, bien sûr, c'est un diaphragme. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, que je vous ai montré des condensations longitudinales des fascias, qui étaient la ponévrose superficielle, la ponévrose moyenne et puis la dure mère. Donc, elles communiquent entre elles
depuis la surface jusqu'à la profondeur, mais elles sont distribuées longitudinalement. Et puis, il y a aussi des condensations horizontales par rapport à la longueur du corps. Et le plancher, le plancher plantaire en est une en premier. Mais quand on regarde après tous ces diaphragmes, on en trouve d'autres et on peut s'ingénier en trouver d'autres. Et effectivement, en condensation horizontale, le plancher du palais, et qui en plus, si vous voulez, est constitué d'os et de membranes à l'arrière, parce qu'il y a le palais osseux à l'avant, puis quand vous mettez le doigt, vous glissez, ça devient beaucoup plus mou à l'arrière. Et donc, cette mixité là est très intéressante à travailler, surtout pour les personnes qui ont des soins orthodontiques, des soins, des gens qui portent des appareils. Enfin, bon, qui immobilise, hein, les appareils, ça immobilise les mouvements, une partie du crâne, etc. Travaille sur ces planchers plus fins, plus petits, très intéressantes. Parce que le petit, des fois, c'est ça qui est, si vous voulez, générateur de lésions en grand. Ça, l'ostéopathie le montre bien, puis la tenségrité aussi. Merci. Une autre question est-ce que les vibrations musicales peuvent agir sur les fascias profonds? Bien sûr, oui. Très, 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 tout à fait. Le système crânio-sacré est très perméable aux vibrations fréquentielles et donc certains ostéopathes, en particulier une femme très réputée qui n'est plus de ce monde maintenant et que j'aurais bien aimé rencontrer, mais voilà, la vie, elle n'était pas de ma génération et c'était trop tard quand c'est Viola Freeman, une grande ostéopathe crânienne. À la fin de sa vie, elle soignait avec des musiques de Mozart. Enfin bon, elle optimisait ses soins avec des vibrations fréquentielles qu'elle avait sélectionnées avec certains morceaux de musique. Et une autre question, existe-t-il une relation entre les ischions et l'estomac? Et où passent les fascias? Il y a des relations entre tous les éléments du corps par les fascias. Hein. Rien n'échappe à ce continuum. Donc, après, si vous voulez, sur quelle planche d'anatomie on se place? Est-ce qu'on va aller sur l'anatomie traditionnelle et les chaînes musculaires ou est-ce qu'on va aller sur les méridiens? Quoi qu'il en soit, oui, il y a une relation. C'est ça aussi qui est complexe en fait à saisir, c'est qu'en fait on est fascia jusqu'au bout des ongles avec des textures différentes, avec des fréquences vibratoires différentes, que nos os sont des fascias, que l'intérieur de notre bouche est un fascia, nos ongles aussi. Donc tout ça en fait finalement c'est une seule et même matière unitaire qui s'est spécialisée en fait. Oui, avec plein de différenciations selon les lieux du corps. Ouais, ouais. Et une phrase de Johanna Wison qui je trouve très, 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 très belle pour relier justement les fascias et la biotenségrité, et je vais la traduire en français. Elle dit « Afin de réellement comprendre le fascia, on a besoin de comprendre les principes de la biotenségrité. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Michel? Oui, bien sûr, puisque c'est, comment dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, la biotenségrité est l'application des principes de l'architecture de tenségrité au fascia. C'est l'application directe. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que vous disiez, c'était, c'est vrai que ça nous demande aujourd'hui de changer de focus perceptif. Oui, ça c'est très important. On a quelque chose de novateur en fait, mais qui est vieux comme le monde finalement, mais pour essayer de saisir le vivant, de saisir son organisation et eh bien
ce qu'on peut voir en fait aujourd'hui, parce que c'est vrai que le mot biotenségrité commence vraiment à déferler, on va dire, hein, et dans le monde de la thérapie, du mouvement médical, etc. Mais c'est que il n'y a pas toujours ce changement de regard en fait. Il n'y a pas ce focus perceptif qui change. Le danger finalement que l'on aurait, c'est de vouloir saisir la biotenségrité avec un regard biomécanique. Ben, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a cette tendance au zapping d'essayer tout et rien à la fois. Ça, c'est compliqué parce que il y a des personnes qui vont s'approprier juste le mot tenségrité en disant ah oui, c'est de la tension, par exemple, justement, parce que justement ce mot évoque la tension, mais elles n'ont pas saisi que c'était déjà des forces synergiques opposées en permanence, en train de créer une auto-contrainte, c'est-à-dire en train de créer des volumes, c'est-à-dire que d'un seul coup, on rentre dans une autre dimension, on est dans des forces, puis après, on est dans une autre dimension. Souvent, les personnes ne soulèvent pas du tout ce voile et bon, on est juste aussi dans une société de consommation. Donc après, qui a envie voilà, de jouer le jeu moi, je dis, il y a oser la biotenségrité. J'ai écrit un article qui a été traduit en russe sur cette notion, puis j'ai repris ça dans mon prochain livre. J'ai un chapitre qui s'appelle Oser la biotenségrité parce que il faut se la coltiner aussi, entre guillemets. Il faut prendre le temps, voilà, comme vous dites, Célina, voilà, d'incorporer. C'est pas toujours évident de sentir le tension compressionnel d'emblée. Et c'est une voie royale pour continuer à voyager, de sentir ça. Mais des fois, on a une appréhension à sauter le pas parce que on se sent isolé, il faut voilà, il faut oser. Et c'est vrai que en fait, c'est ce qui a motivé mon envie de créer ce groupe Facebook ouvert à tous en fait, sur la biotenségrité et fascia pour pouvoir mettre en place un collectif. Et c'est qu'en étant nombreux qu'on peut faire basculer en fait un paradigme dans une réalité. Donc, n'hésitez pas à inviter des gens vraiment que vous sentez sensibles en fait à ce déploiement de ce nouveau regard pour pouvoir, bien qu'ensemble, parce que ça ne se fait pas tout seul, mais qu'ensemble, effectivement, on puisse grandir, évoluer, partager. Ça, c'est fondamental. C'est vrai que on a avec la biotenségrité non seulement un changement de paradigme de notre compréhension du vivant, mais aussi, enfin, ça se met vraiment dans une multidimensionnalité aussi pour sortir de la dualité. Et la tendance dans laquelle on peut tomber avec la biotenségrité, c'est en fait de séparer la tension de la compression. Et on se retrouve encore avec une vision très dualiste. Et vous êtes très forte, vous, pour cela, parce que vous parlez de force tenso-compressionnelle. Donc, on ne peut pas séparer les deux. Et comme vous dites, on a tellement mis le focus sur la tension, avec ce terme de tenségrité, qu'on a oublié la compression. Ouais. Donc, ça demande en fait de conjuguer la tension et la compression, de ne pas les mettre en opposition. Et un joli terme que le professeur El Amrani Joutet dit, eh bien, pour dépasser la dualité, il nous faut plonger dans la dualitude, c'est-à-dire finalement, non pas opposer deux choses, mais en fait de pouvoir les réunir. Et là, c'est ce qu'on a en fait avec la biotenségrité, ça nous permet un volume. Tout à fait. Et en même temps, ce qui est complexe, c'est qu'elles s'opposent, ces deux forces. Elles sont synergiques et opposées. Elles sont comme ça, puisqu'elles créent l'autocontrainte. Donc, c'est subtil, parce que c'est une entité. La tension-compression, c'est une entité. Et effectivement, elle fait la mise en volume d'emblée et l'omnidirectionnalité d'emblée. Il y a Cyril qui demande quelques exemples d'exercices pour réveiller les diaphragmes. Alors, c'est
Là, on ne pourra pas le faire là maintenant parce qu'on a largement dépassé notre petite heure du déjeuner. En revanche, on a eu cette idée avec Michel de créer une masterclass dont le sujet, en fait, Cyril, c'est les diaphragmes et la posture. Donc, et ça, elle a lieu le 5 juin de 9 h à midi. Donc, avec 1 h, 1 h 15 de présentation, Michel, avec théorie pratique. Et puis moi, je poursuis avec 1 h 15 de pratique somatique. Et on aura 30 minutes de Q&A. Je me réjouis tellement de cette occasion, justement, d'aborder la biotenségrité en mouvement. Parce que ça, c'est vraiment votre force aussi, Michel, en étant danseuse. C'est... ouais, il faut lever le nez du livre et pouvoir plonger dans la matrice, plonger dans la matière et aller percevoir, quoi. Donc, Moi, je suis partante. Hein. Ouais, moi, ce projet me plaît bien. Et puis, j'ai noté et je vais préparer. oui, on s'est préparé pour ça. Donc, voilà, je vais bientôt poster en fait le lien pour cette masterclass. On a fait un tout petit prix pour que vous puissiez être, voilà, pour que vous puissiez continuer votre. C'est de l'éducation continue aussi, hein, donc dans cette collaboration avec de la biotenségrité en mouvement. Et ça va être une série de masterclass. Et j'aurai la chance vendredi d'accueillir Joanne Avison. Avec une lecture généreuse comme Michel a pu nous l'offrir aujourd'hui à 12h30, donc avec aussi un rendez-vous Zoom comme ça, et avec une masterclass qui suivra un peu plus tard au mois de juin. Donc voilà, merci beaucoup Michel, merci à Merci à vous. Qui a pris le temps. Voilà, est-ce que vous aimeriez poser un mot, Michel? Moi, j'ai senti, moi qui étais très, très frileuse de rejoindre ces réunions par Zoom et de m'adresser à des personnes, j'ai vraiment l'impression de sentir des présences tellement attentives et aussi le fait d'avoir quand même des petits volets, de voir les visages, de voir la profondeur de l'écoute, ça me touche beaucoup et ça m'encourage. Voilà. Je me dis, on communique quand même alors. Oui, on n'est pas en présentiel, mais il y a quelque chose qui passe. Et pour moi, c'est très, très réconfortant voilà, de cette expérience. Et je vous remercie pour vos présences attentives et douces. Et il y a une question. Merci à Céline. On va prendre la question. Si vous voulez ouvrir votre micro et la poser directement, j'ai Android, Blue Droid. Vous avez levé la main. Ah non, je pense qu'elle avait dû appuyer sur un mauvais bouton, certainement. Je vous remercie infiniment. Vous avez plein. Alors, je sais que Michel, vous ne regardez pas les commentaires, mais il y a plein de gens qui vous remercient infiniment. Je sais qu'il y en a qui sont en Israël, d'autres qui sont à l'île Maurice, d'autres qui sont en France, en Belgique, en Suisse, au Brésil même, parce que j'ai vu qu'Anna Otsubo était là avec nous. Donc, écoutez, voilà, je vous souhaite une magnifique suite de journée, une belle semaine et ben, on se retrouve vendredi à 12h30 avec une rencontre avec Joanne Avison qui fait aussi partie du BIG et qui est une collègue de Michel dans cette aventure-là. Merci beaucoup Michel, merci infiniment. À très vite. Bientôt.